Bonjour, vous écoutez l'épisode 127 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des larmes, de cette réaction émotionnelle qu'on appelle pleurer, et pourquoi c'est parfois compliqué de la laisser s'exprimer. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque semaine. Si ce podcast vous est utile, une très bonne façon de le soutenir est de le faire savoir sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire une copie d'écran de votre application de podcast sur votre téléphone, là tout de suite, et la partager sur Instagram par exemple ou sur Facebook. Si vous voulez me taguer avec l'identifiant @oui-change-ma-vie en un seul mot, je me ferai un plaisir de vous en remercier. Cette semaine, nous allons parler ensemble du fait de pleurer. Alors, je sais que c'est un sujet qui touche nombre d'entre vous et je le sais parce que j'ai souvent des questions à ce sujet et au sein du programme de coaching que je propose, les femmes que j'accompagne se posent souvent des questions sur cette idée de pleurer et le fait de pleurer, le fait d'avoir des larmes, ça crée des situations de grande difficulté pour elles. Donc, je fais la supposition que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes à l'écoute de vos émotions, que vous vous posez des questions sur vos émotions. Et cette idée de verser des larmes et de pleurer en réaction émotionnelle, il y a fort à parier que ça vous touche et que ça vous concerne directement. Le fait de pleurer, c'est assez simplement une réaction du corps qui traduit un ressenti émotionnel. Donc, si vous avez écouté ou si vous voulez écouter ou réécouter l'épisode de Change ma vie qui s'appelle La science des émotions, c'est l'épisode numéro 13, j'expliquais dans cet épisode le mécanisme par lequel nos émotions naissent. Donc en fait, schématiquement, notre cerveau interprète la situation dont il a connaissance par le biais de nos sens. Donc notre cerveau observe des choses dans notre environnement, en tire des conclusions, interprète la situation d'une façon ou d'une autre. Et le mode de mise en action suite à cette interprétation, c'est nos émotions. Donc en fait, nos émotions sont créées au niveau de notre cerveau et diffusées par le biais de neurotransmetteurs qui sont diffusés dans tout le corps et qui activent un certain nombre de réactions physiologiques dans le corps. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, épisode 13, la science des émotions. Mais pour revenir à cette idée de pleurer, ce qu'il se passe sous l'effet de certaines émotions, donc il y a certains neurotransmetteurs qui correspondent à certaines émotions, qui, quand elles sont diffusées dans le corps, créent une réaction du corps qui sont un ensemble de réactions qu'on appelle pleurer. Donc quand on parle de pleurer, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des glandes lacrymales dans les yeux qui se déclenchent, donc il y a des larmes qui coulent, mais il y a aussi une modification du rythme respiratoire, donc on a des sanglots, on peut avoir donc la respiration qui change. Et il peut y avoir des sons qui sortent de notre bouche sous l'effet de ces sanglots, comme une sorte de plainte. On peut avoir le corps qui a des sortes de secousses, ça nous secoue, et on a un changement aussi de l'expression faciale. On peut avoir la bouche qui s'ouvre, les yeux qui clignent ou qui se contractent. Le visage change, le corps change, la respiration change, et on peut avoir donc des larmes qui coulent et une respiration sonore qui ressemble à des sanglots ou à une sorte de plainte sonore. Donc ça, c'est très simplement un fonctionnement du corps humain. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on est la seule espèce sur la Terre à avoir ce type de réaction émotionnelle, ces types de pleurs avec l'accompagnement de larmes. C'est quelque chose qui est apparemment une exclusivité de l'espèce humaine. Donc c'est une des fonctionnalités de notre système émotionnel, c'est que sous l'effet de certaines émotions, alors ces émotions peuvent varier selon les gens, on ne pleure pas tous pour les mêmes raisons et pour les mêmes émotions, mais sous l'effet de certaines émotions, le corps humain pleure. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est une réaction émotionnelle qui ressemble un peu à celle du rire, c'est-à-dire que sous l'effet de certaines émotions, on va avoir le corps qui réagit
sous forme de rire et finalement, la réaction, à part les larmes, le rire et le fait de pleurer, je trouve qu'il y a certaines similitudes dans l'expression de visage, ce qui se passe au niveau du visage, de la bouche, de la respiration, du son qui sort de notre bouche, des secousses qu'on peut avoir dans le corps. Enfin, je trouve ça intéressant de voir un petit peu que ce sont en réalité des réactions émotionnelles qui se ressemblent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en pense pas du tout la même chose. Donc, pour ce qui est des larmes et de pleurer, les émotions qui peuvent conduire aux larmes, donc comme je le disais, ça dépend des gens, mais la plupart d'entre nous pouvons avoir une réaction émotionnelle où on pleure sous l'effet de la tristesse, donc ça c'est probablement ce qui est le plus connu ou le plus classique, donc la tristesse, mais aussi on peut pleurer sous l'effet de la frustration, sous l'effet de l'humiliation, sous l'effet de la peur, sous l'effet du dépit ou de la déception, sous l'effet de la nostalgie, mais aussi de l'autre côté du spectre, donc du côté des émotions qui nous sont plus plaisantes. On peut aussi avoir des larmes et pleurer sous l'effet de l'amour, sous l'effet de la joie, sous l'effet de la connexion, sous l'effet d'une certaine forme d'empathie. Ce que vous voyez, c'est que notre corps a un certain nombre d'émotions dans son clavier émotionnel et il y a certaines émotions qui se traduisent par une réaction qu'on appelle pleurer, donc des larmes, des secousses, une modification de la respiration et de l'expression faciale. Alors, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ce n'est pas du tout un problème en soi avant qu'on en fasse quelque chose de négatif. C'est-à-dire que le fait de pleurer, ce n'est pas du tout un problème avant qu'on pense que c'est un problème. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans notre société, alors je parle personnellement, j'ai grandi dans la société française, donc c'est celle que je connais le mieux, mais je connais un peu la société américaine et je connais aussi d'autres sociétés occidentales. Dans nos sociétés occidentales, avec des variations selon les familles, selon les sous-cultures au sein d'une société, on a en fait établi des limites autour du fait de pleurer et de verser des larmes. On a établi une limite d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'il y a certaines circonstances et certains contextes dans lesquels on considère que pleurer, c'est acceptable, que pleurer, c'est OK, que pleurer, ce n'est pas un problème. Ce contexte et ces situations, ça va être typiquement des situations de tristesse. Donc si on imagine par exemple à un enterrement, le fait de pleurer suite au décès de quelqu'un, on considère que le fait de pleurer dans ces circonstances-là, c'est acceptable. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est acceptable, mais pas dans n'importe quelle proportion, pas avec n'importe quel volume et pas de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que on a même au sein des situations ou des configurations dans lesquelles c'est acceptable de pleurer, on peut avoir une idée quand même assez fine qui est intéressante à définir précisément. On peut se faire une idée de à quel point, jusqu'à quel degré est-ce que c'est acceptable, combien de temps, est-ce qu'on a le droit de pleurer ouvertement ou silencieusement, est-ce qu'on a le droit d'entendre les sanglots, est-ce qu'il faut cacher son visage avec ses mains. Donc il y a même dans les conditions d'acceptabilité, des limites de l'acceptabilité. Et on peut aussi remarquer que même dans des circonstances d'acceptabilité, comme par exemple un enterrement, il y a de nombreuses personnes qui ont intégré l'idée que selon le degré de proximité avec la personne qui vient de mourir, on a le droit de pleurer plus ou moins fort, plus ou moins ouvertement. Donc encore une fois, c'est cette idée que cette réaction émotionnelle particulière qui est le fait de pleurer, on a vraiment borné les choses d'une façon très précise. Il y a des codes qu'on est censé respecter et si on va en dehors des codes, à ce moment-là, on va avoir des pensées de jugement de soi ou des pensées de jugement des autres qui pleurent en dehors des codes, qui vont être des jugements assez négatifs qui, si on les intègre, créent des problèmes. Et donc, c'est vraiment pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. En dehors de ces conditions d'acceptabilité qui, on l'a vu, sont définies de façon assez précise, même si elles sont largement inconscientes et non questionnées, cette acceptabilité qui est encadrée, en dehors de ce cadre, il y a de nombreuses situations, de nombreuses configurations, de nombreux contextes dans lesquels le fait de pleurer, le fait d'avoir cette réaction émotionnelle dans notre corps est jugé de façon négative. Et donc, en particulier, alors ce qui est vraiment notable, c'est en particulier dans le monde professionnel où
le fait de montrer cette réaction émotionnelle, donc de donner à voir aux autres des larmes ou des sanglots ou le fait de pleurer, ça va être jugé de façon négative comme étant un signe de faiblesse, un signe de fragilité. On va considérer que c'est une réaction émotionnelle qui est encombrante pour les autres, que c'est inapproprié, que c'est presque indécent, on peut considérer que c'est un manque de pudeur. On va peut-être juger la personne qui pleure dans un contexte, par exemple professionnel, comme n'étant pas professionnelle. Dans d'autres contextes, si on est par exemple face à quelque chose de l'ordre d'un film ou d'une série ou de la musique, quelqu'un qui pleure, peut-être qu'une autre personne qui la regarde pleurer jugera que c'est de la sensiblerie. Et en tout cas, il y aura d'une façon générale une suspicion de manque de maturité en associant l'idée de pleurer avec l'idée d'être immature. Donc en fait, voilà, c'est les bébés qui pleurent. Donc un manque de maturité et en tout cas un manque de maîtrise de soi et un manque de maîtrise de ses émotions. Ces jugements négatifs, ils sont partagés par un très grand nombre de personnes, tout simplement parce que ce sont globalement les codes de la société dans laquelle on a grandi, donc les codes de la société dans laquelle on a été enfant, puis adolescent, puis jeune adulte, puis adulte, selon l'âge que vous avez au moment où vous m'écoutez. Et donc, il y a fort à parier pour que vous ayez complètement intégré cette idée que pleurer dans certaines circonstances, c'est acceptable, mais que dans toutes ces autres circonstances, si vous laissez les larmes venir, si vous laissez cette réaction émotionnelle prendre possession de votre corps d'une certaine façon, vous risquez d'être jugé très négativement et même dans votre tête, c'est probablement une condamnation certaine, c'est-à-dire c'est pas que vous vous dites « on risque de me juger négativement », vous ne le questionnez même pas, vous vous dites à coup sûr, c'est-à-dire c'est même pas une négociation dans votre esprit, c'est si je pleure pendant cette réunion ou si je pleure dans tel ou tel contexte, on va me juger faible, pas professionnel, immature, manquant de maîtrise et en tout cas pas digne de confiance, pas digne de recevoir des responsabilités ou voilà, on va juger que je suis quelqu'un de faible sur qui on peut pas compter, qui est pénible, qui fait son cirque, qui fait du théâtre, voilà. Donc il va y avoir toute cette suspicion-là. Donc, ce qui est intéressant aussi à considérer, c'est que ces jugements qu'on a intégrés vont varier selon la famille précisément dans laquelle on a vécu, c'est-à-dire dans laquelle on a grandi. Est-ce que dans notre famille, c'était acceptable de pleurer ou est-ce que ça ne l'était pas du tout? Qu'est-ce qu'on nous a dit quand on était enfant, quand on pleurait? Qu'est-ce qu'on a dit des autres autour de nous quand ils pleuraient? Est-ce qu'on a vu nos parents pleurer ou est-ce qu'ils se cachaient de pleurer? Est-ce qu'on a grandi avec la fausse idée que les adultes ne pleurent pas, que les adultes sont maîtres de leurs émotions? Donc ça, c'est intéressant à considérer. Et selon les organisations, selon les familles, selon les sous-cultures, comme je le disais, ça va être différent. Mais en tout cas, ça représente, à mon sens, dans nos sociétés, un très gros tabou émotionnel que cette idée de pleurer. Et ça se dessine aussi d'une façon un petit peu, même complètement différente, selon votre genre. C'est-à-dire selon le genre selon lequel vous avez été éduqué. Est-ce que vous avez été éduqué comme une petite fille ou est-ce que vous avez été éduqué comme un petit garçon? Vous avez reçu des messages très différents sur l'acceptabilité ou non de pleurer. Donc mon objectif jusqu'ici, c'était de vous amener à considérer cette idée de pleurer et à considérer quels sont les messages que vous avez reçus et intégrés sur cette réaction émotionnelle qui, comme je le rappelle, fait intégralement partie du fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire que le fait de pleurer, le fait d'avoir des larmes qui sortent, c'est pas un bug, c'est une feature. C'est-à-dire que c'est pas un problème, notre corps est conçu pour. Le problème, quand on a complètement intégré ces jugements négatifs, ces jugements d'inacceptabilité, qu'on les a complètement intégrés et qu'on ne les questionne pas, le problème, c'est que ça introduit une dose massive de résistance lorsque nos émotions se manifestent sous la forme de larmes ou de pleurs. En fait, si on a complètement intégré que en pleurant, on allait être mal jugé, dès que cette réaction émotionnelle paraît, ce qui va se passer en nous, c'est qu'on va sentir la réaction émotionnelle qui n'est pas maîtrisable, c'est-à-dire que quand notre corps fait monter des larmes, on ne peut pas s'empêcher de pleurer. On peut essayer de réprimer nos larmes, on peut essayer de réprimer nos sanglots, mais les sanglots et les larmes, on n'a pas un contrôle conscient dessus. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que on va sentir les larmes venir, on va sentir les sanglots et on va avoir dans notre tête
tout un tas de pensées de résistance qui vont s'élever, des pensées de l'ordre de « il ne faut pas que je pleure, pourquoi est-ce que je pleure encore, on va mal me juger, j'en ai marre de pleurer, c'est vraiment un problème pour moi que ça se manifeste », et des pensées qui vont créer pour nous de la résistance sous forme soit de jugement de nous-mêmes, soit de panique, soit de désarroi, soit d'impuissance, soit de détresse. Et ce qui est ironique dans ce mode de fonctionnement, c'est que toutes ces émotions de résistance, loin de désamorcer les larmes ou de désamorcer les sanglots, vont au contraire les augmenter, puisque la panique, la frustration, l'impuissance, la détresse sont probablement des émotions qui vont nous faire pleurer encore plus. Donc en fait, c'est vraiment, on jette de l'huile sur le feu avec ces pensées et ces émotions de résistance. Donc cette première étape que je vous propose, si le fait de pleurer et le fait d'avoir régulièrement des situations dans lesquelles vous pleurez, dans des contextes dans lesquels vous trouvez ça encombrant ou inapproprié ou problématique, la toute première chose à faire, c'est de prendre conscience du mécanisme de la résistance, de prendre conscience de tout ce que vous vous racontez autour de vos larmes, de tous les jugements que vous portez sur ce mécanisme, ce mode de fonctionnement et de toutes les conclusions que vous en tirez sur vous-même, sur le monde, sur les autres, sur votre place dans le monde ou votre place dans votre entreprise, sur votre capacité à avancer dans votre carrière ou à avancer dans votre hiérarchie par exemple, sur la base de ce fonctionnement émotionnel. C'est vraiment important de faire l'inventaire de toutes ces considérations, toutes ces croyances, toutes ces convictions que vous avez autour des larmes et du fait de pleurer, qui, loin d'être la vérité, parce que c'est pas la vérité dans l'absolu, loin d'être vraies, ne font que augmenter votre détresse dans les moments où les larmes ou les sanglots se présentent. Parce que finalement, ce qu'on peut vraiment observer, c'est que on n'est pas tous égaux devant nos mécanismes émotionnels, on n'est pas tous égaux devant la façon dont elles se manifestent, devant les larmes, devant les sanglots. Il y a effectivement des gens, des êtres humains qui, pour X ou Y raison, qu'elles soient innées ou qu'elles soient acquises, ont plus souvent ce mécanisme de manifestation émotionnelle qu'on appelle pleurer. Mais ça ne veut absolument rien dire sur elles, ça ne veut rien dire sur vous si vous avez l'impression de pleurer plus souvent que les autres, ça ne veut rien dire non plus sur vous si vous pleurez moins que les autres, et ça ne veut rien dire sur les autres si vous observez qu'ils pleurent plus que vous ou qu'ils pleurent dans des contextes qui vous paraissent étonnants ou inappropriés. Donc, première chose à faire une sorte d'inventaire des pensées avec lesquelles vous abordez par défaut ce mécanisme de larmes et de pleurs et vraiment examiner quelles sont les émotions que vous créez pour vous-même quand, dans l'instant, au moment où vous viennent des larmes ou des sanglots, de quelle façon est-ce que vous rajoutez à votre difficulté avec des émotions, par exemple, de honte ou d'impuissance ou de frustration ou d'impatience ou d'agacement ou d'énervement. De quelle façon est-ce que ces émotions-là vous aident à reprendre la main sur la situation, sur vos émotions et de quelle façon est-ce qu'elles vous aident ou pas à mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées pour pouvoir naviguer à travers cette situation de la façon la plus sereine possible. Parce qu'en fait, le contre-pied du jugement et de la résistance, puisqu'on voit que par défaut, on a tendance à aborder cette idée de pleurer avec beaucoup de pensées de jugement et beaucoup de pensées de résistance, le contre-pied de ce jugement et le contre-pied de cette résistance, c'est l'acceptation. Et l'acceptation commence par simplement accepter que c'est ce que fait le corps humain, le fait de pleurer dans certaines circonstances, que c'est un mécanisme émotionnel qui a complètement sa fonction, c'est-à-dire que sur le plan physiologique, les larmes, c'est-à-dire que, j'ouvre juste une parenthèse, rien de ce que fait notre corps n'est inutile. C'est-à-dire que tout ce que fait notre corps par défaut, notre corps est une machine qui est d'une subtilité et d'une sophistication qui dépasse tout ce que l'être humain a jamais réussi à inventer. Et donc, le fait que les larmes et les sanglots viennent, c'est que ça sert une fonction. Ça sert une fonction. Le fait de pleurer, c'est un mécanisme de décharge émotionnelle. Ça permet comme si ça permettait d'écluser un certain nombre d'émotions qui étaient stockées dans le corps. Et ça a aussi une fonction calmante, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on pleure quand on est triste, c'est qu'en fait, les larmes ont une fonction calmante et réconfortante pour quand on ressent une émotion qui est difficile pour nous. Donc,
ce mécanisme, il a une fonction, il a complètement sa place, et est-ce qu'on ne peut pas se proposer d'accepter que pour le moment, alors que d'une façon générale, c'est ça que fait l'être humain, et que à notre échelle, à nous, de commencer par accepter que dans certaines circonstances, qui nous sont parfois inconfortables, on a ce mécanisme émotionnel qui survient. Et on peut se proposer de décider intentionnellement ce qu'on a envie de penser de ces larmes ou de ces sanglots ou de cette réaction émotionnelle quand elle se manifeste. On a le choix de décider intentionnellement de penser de ça quelque chose qui nous soit utile, quelque chose qui permette de rester dans notre propre équipe, parce que si vous imaginez dire à un ami ou à une amie qui est en train de pleurer « arrête de pleurer, c'est inconfortable, tu vois bien que tu te ridiculises, tu vois bien qu'on va mal te juger, arrête de pleurer », on voit bien que la personne qui pleure ne va pas se sentir ni soutenue ni réconfortée, et ça ne va certainement pas l'aider à arrêter de pleurer, mais au contraire, ça va accentuer son désarroi et son sentiment de solitude. Donc ce que vous ne feriez pas à un ami ou à une amie qui est en train de pleurer, je vous suggère de ne pas vous le faire dans votre fort intérieur non plus. Donc, décidez intentionnellement ce que vous avez envie de penser de cette réaction émotionnelle quand elle se manifeste, même quand elle se manifeste dans des circonstances dans lesquelles ça ne vous paraît pas bienvenu, ni confortable, ni approprié. Quelque chose qui vous soit utile parce que ça vous rendra les choses plus douces et moins pénibles sur le moment. Et je vous propose aussi d'avoir à ce moment-là de la curiosité au sujet des pensées et des émotions qui ont déclenché les larmes au départ. C'est-à-dire que en amont des larmes et en amont des sanglots, vous avez eu des pensées au sujet de votre situation qui ont créé pour vous des émotions qui ont été suffisamment fortes pour vous conduire aux larmes et au fait de pleurer. Et donc, une fois que vous vous dégagez du jugement et de votre résistance aux larmes, vous ouvrez la voie à la connexion avec vous-même pour essayer de comprendre sans vous réprimander, sans vous juger, de simplement vous dire qu'est-ce qui fait que dans telle ou telle configuration professionnelle ou familiale ou amicale ou culturelle par exemple, qu'est-ce que c'est exactement les pensées que j'ai qui créent pour moi quelles émotions exactement qui me conduisent aux larmes. Parce que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que les larmes et les sanglots, c'est généralement une réaction émotionnelle qui se manifeste pour des émotions assez intenses. L'objectif des outils que je vous mets en main à travers Change ma vie, tout l'objectif, c'est de vous permettre en amont et au fil de vos journées et au fil de votre vie, d'être vraiment très en connexion avec ce qui se passe pour vous. Et mon expérience personnelle, qui ne présage pas de la vôtre, mais qui est simplement un exemple que je vous apporte, c'est que si on met en place des mécanismes qu'on arrive à vraiment très bien intégrer, qu'on arrive à vraiment très bien s'approprier dans sa vie de tous les jours, pour écouter nos émotions au fur et à mesure, les comprendre, arriver à les lire et savoir quoi en faire. Donc si on acquiert de vraies compétences de gestion de notre vie émotionnelle, ce dont on s'aperçoit à l'usage, c'est qu'on pleure beaucoup moins. On pleure beaucoup moins parce qu'on se retrouve beaucoup plus rarement dans des situations où on se sent débordé par nos émotions. Finalement, on peut considérer que les fois où on pleure, les fois où on a des larmes et où on a des sanglots, les fois où on a ce mécanisme émotionnel qui se met en place, en fait, c'est comme une sorte de soupape de sécurité. C'est comme si le vase débordait, mais le vase ne déborde que si on n'a pas su en amont du remplissage du vase, gérer le remplissage quotidien du vase de nos émotions. Donc il y a bien sûr des situations dans lesquelles on va pleurer quoi qu'il arrive, même avec de très bonnes compétences émotionnelles en place, mais je remarque dans ma propre expérience que avant de prendre en main ces outils et avant de faire le travail vraiment nécessaire pour mettre en place ces compétences de gestion de mes émotions, j'avais très souvent des crises de larmes en fait, que je ne savais pas toujours expliquer, qui survenaient parfois à des moments un peu incongrus ou un peu surprenants. Et en fait, je comprends maintenant avec le recul que j'étais en train de pleurer à ce moment-là tout un tas d'émotions qui s'étaient accumulées dans les journées ou dans les semaines qui précédaient, que je n'avais pas su prendre en compte au fur et à mesure, que je n'avais pas su traiter au fur et à mesure, et que donc ça sortait à ce moment-là en une bonne crise de larmes. Une bonne crise de larmes qui, soit dit en passant, faisait qu'après coup, je me sentais beaucoup mieux, mais c'est juste que parfois ça intervenait dans des situations qui n'étaient pas commodes, et surtout qui créaient pour moi un certain désarroi parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je pleurais pile à ce moment-là. Je vous indique ça simplement pour vous dire que il y a en aval
ce travail que vous pouvez faire sur vos larmes, vos sanglots et ce que vous choisissez d'en penser, mais il y a aussi tout le travail en amont de gestion de vos émotions et de compétences émotionnelles que vous pouvez travailler à mettre en place, et c'est exactement le travail que je fais en coaching avec les personnes que j'accompagne pour éviter que les larmes soient en fait le dernier recours de votre corps pour se débarrasser d'un certain nombre d'émotions auxquelles vous n'avez pas trouvé ou donné de place en amont. Et à l'inverse, ce que je veux vous apporter comme éclairage, c'est de vous interroger sur les pensées éventuelles de jugement que vous avez lorsque vous voyez un autre être humain pleurer. Lorsque vous avez dans votre entourage, proche ou lointain, peut-être des inconnus, peut-être des personnes que vous connaissez bien, peut-être des personnes avec qui vous travaillez, quelles sont les pensées qui vous viennent quand vous voyez une personne pleurer, quand vous voyez quelqu'un qui soit pleure ouvertement, soit réprime ses larmes? C'est vraiment intéressant d'observer ça parce que bien sûr, les pensées que vous avez à leur sujet, ce sont les pensées que vous embarquez avec vous et que vous avez à votre sujet. Et donc, si vous avez du mal à accéder à la lecture des pensées de jugement que vous pourriez avoir ou des pensées de résistance que vous pourriez avoir à votre propre sujet, il y a fort à parier pour que vous puissiez y accéder plus facilement quand vous vous demandez si je suis en réunion et qu'il y a une telle qui fond en larmes ou un tel, même si je pense que ce sont des situations plus rares pour les hommes, pour une variété de raisons, comme je le disais, à la fois innées et acquises. Mais quand je vois quelqu'un qui fond en larmes, dans un contexte dans lequel socialement ce n'est pas acceptable, qu'est-ce que je pense de cette personne? Quelles sont les conclusions que je tire sur cette personne, sur sa place dans le monde, sur ses perspectives d'avenir, sur son niveau de maturité, sur son niveau de fragilité ou de force, etc. Parce que finalement, c'est en adoucissant nos jugements envers les autres et nos jugements envers nous-mêmes qu'on va pouvoir faire avancer, ce qui me paraît vraiment important, qu'on va pouvoir faire avancer la culture de notre société autour de ces mécanismes émotionnels et en particulier le mécanisme des larmes et des pleurs. Et que si on veut que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, le fait de pleurer, le fait de ressentir des émotions tout simplement et qu'elles se manifestent parfois par les larmes, ce ne soit plus un tabou, que ce ne soit plus quelque chose qu'on juge négativement, c'est à nous de commencer par faire ce travail sur nous-mêmes et par rapport à notre entourage. Et en particulier, si vous avez des enfants ou si vous côtoyez des enfants, je vous invite à prêter une attention particulière au message que vous leur envoyez au sujet des larmes. Est-ce que vous leur envoyez le message que c'est incongru, pénible et que c'est que les enfants qui sont gâtés et qui font des caprices, qui pleurent et que vraiment c'est gonflant et que ça fait trop de bruit et que va dans ta chambre, je veux pas te voir pleurer. Donc est-ce que c'est ça le message que vous leur envoyez ou est-ce que vous leur envoyez un message d'acceptation de ce mécanisme émotionnel? Est-ce que vous leur mettez en main des outils de compréhension appropriés pour leur âge évidemment, mais qui leur permettent eux de trouver un petit peu de mettre de l'ordre dans leurs émotions, de comprendre ce qui est en train de se passer dans leur corps. Et est-ce que de la même façon, lorsque vous avez envie de pleurer, lorsque vous êtes triste ou frustré ou désemparé, est-ce que vous cachez ça à vos enfants? Est-ce que vous cachez vos larmes? Est-ce que vous trouvez que les adultes ne doivent pas montrer aux enfants qu'ils pleurent? Et est-ce que ça vous convient de leur transmettre ce message-là? Donc moi, je n'ai pas de prescription pour vous et pour l'éducation que vous donnez à vos enfants, mais il me semble que ce sont des questions importantes à se poser pour préparer une génération de demain qui peut-être sera équipée différemment de la façon dont nous, on a été équipés pour faire face à nos émotions en général et à nos larmes en particulier. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.